Radio s'enchaîne. www.radio-100-chaîne.com. Radio s'enchaîne. Oppan Gangnam Style. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio s'enchaîne à l'émission Pop et compagnie présentée par Morgane, moi-même. Nous sommes le mardi 16 février, il est 18h, nous sommes en direct dans les studios de la radio, Radio s'enchaîne à Genève, Suisse. Toujours après ce générique un peu chaotique, je dois dire, mais j'aime bien, c'est un peu le style de la maison finalement, tant mieux. Et je vous rappelle les rubriques en vrac. Alors il y aura une nouvelle quand même que j'ai voulu nommer Bonne Nouvelle. D'habitude on commençait par News en vrac, qui viendra juste après, suivi de C'était vraiment très intéressant et la minute perso, le tout entrecoupé de musique d'animé ou de film. D'ailleurs, je vais en lire la description de l'émission. Pop et compagnie, ou Pop & Co pour les intimes, c'est un concentré de pop culture avec un peu de tout. Du geek, de l'inutile, de l'absurde, du sarcastique, de l'humour noir et un peu d'improvisation. Le tout saupoudré avec de la musique de film ou d'animé ou de jeux vidéo ou pas. Alors on commence tout de suite avec les bonnes nouvelles. Ce citoyen anonyme a tout compris, il fait sa part. C'est l'histoire d'un citoyen lambda qui fait sa part en toute humilité et les conséquences de son acte sur l'environnement local sont remarquables. Aujourd'hui, des milliers de personnes le remercient sur son blog pour son geste anonyme. L'anonyme roulait chaque matin à vélo le long d'un canal pour se rendre à son travail. Attristé de voir chaque jour des déchets s'accumuler sur les berges, fruit de l'incivilité de quelques humains, l'homme va simplement décider de devenir acteur de changement. Il va se munir d'une pince à déchets et d'un sac poubelle avec pour objectif de le remplir chaque jour jusqu'à rendre le milieu propre. Sur le blog je sais jamais, punaise, c'est pas possible. Bon. Il affichera l'avancée de ses travaux jusqu'à atteindre l'objectif. Donc c'est sur le blog IMGUR, voilà, c'est plus facile. Je dirais Imgur, logiquement. L'homme va alors observer que ce petit geste positif était plus simple qu'imaginé. Il ne lui fallut que 30 minutes pour remplir son premier sac, soit autant de temps qu'il n'en faudrait pour s'indigner de la situation. Ouais. Il prit alors la décision de se lever plus tôt et de 30 minutes chaque jour et en à peine une semaine, la rive du canal aurait été parfaitement nettoyée. Le colibri ne tardera pas à se faire remarquer sur les réseaux sociaux et à recevoir des centaines d'encouragements. D'autres cyclistes vont également observer son engagement libre et un ami viendra lui prêter main forte. Un jour, des ouvriers de la municipalité vont se joindre à sa cause et remplir à leur tour plusieurs sacs à ses côtés. Ainsi, de manière inattendue et rapide, la petite décharge à ciel ouvert s'est retransformée en son état d'origine, hormis la qualité de l'eau, un lieu sain pour les espèces animales vivant le long des berges. D'ailleurs, quelque temps après son geste citoyen, la vie semblait reprendre doucement sur les bords du canal jusqu'au jour où l'anonyme a offert une belle surprise à ses lecteurs, qui finalement avait eu une belle surprise lui-même aussi. Merci de m'avoir lu et au lieu d'un chat, je vous offre cela, un foulque eurasien, donc une sorte de poule d'eau, qui a construit son nid à l'endroit que j'ai nettoyé. On peut en témoigner, ceux qui font leur part dans une transition écologique sont souvent les plus discrets. Il n'y a pas toujours de quoi en écrire un roman, ni même un article, mais partout dans le monde, il existe des êtres, peut-être toi qui lis ces mots, qui prennent des initiatives libres pour construire un avenir serein. Et c'est un article que vous pouvez lire sur Monsieur Mondialisation, donc mrmondialisation.org. Voilà. Et on va s'écouter sans plus attendre déjà une musique. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai inversé les musiques. Voilà, là, c'est mieux. Donc, la première musique est une musique de jeu vidéo. Je vous en parle un peu plus après l'avoir écoutée durant environ 1 ou 2 minutes. Voilà, c'est très précis. À tout de suite. Voilà, c'était Golden Sun Battle Theme, donc le thème du combat. Le Golden Sun, c'est donc un jeu vidéo qui est sorti en 2001 sur Game Boy Advance. Il s'agit du premier épisode de la série de jeux de rôle, le Golden Sun.
si vous en avez entendu parler. Donc bon, là maintenant on voit que ça commence comme un tout petit peu à dater. Alors l'éditeur est Nintendo, bien sûr, développeur Camelot Software Planning. Ils ont notamment fait Mario Tennis sur la 64 à l'époque, c'était où ils avaient déjà, ouais, je ne sais plus. La musique est de Motoi Sakuraba. Il a aussi fait les Tales of et les Genzo Maden Sayuki, si vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, je vous en parlerai un petit peu après. Il y aura la deuxième musique qui sera en fait du même compositeur, de lui-même, Motoi Sakuraba. C'était Golden Sun Battle Theme. L'histoire de ce jeu, quand même, enfin, on va dire le scénario interne. Dans le monde de Wayard régnait un pouvoir omniprésent nommé alchimie. La force de l'alchimie était telle que tous les habitants de Wayard disposaient de capacités magiques élémentaires formidables nommées psynergie. Grâce à ces pouvoirs, les hommes bâtirent des cités merveilleuses et inventèrent des machines grandioses, et cette époque portait le nom d'âge d'or. Cependant, les hommes finirent par utiliser ce pouvoir à des fins plus sombres. Et il y eut une guerre qui aurait précipité Wayard dans les abysses si un groupe de sages n'avait pas emprisonné l'alchimie dans 4 phares et dans un seau sous une montagne. Mais un jour, le seau fut brisé et 2 jeunes villageois, Vlad et Gareth, rendus responsables de ce désastre, partent à l'aventure pour récupérer les étoiles volées et empêcher les phares élémentaires d'être réactivés. Voilà, je simplifie un peu. Vlad et Gareth, on peut quand même faire le parallèle entre Clade et Barrett de Final Fantasy VII. Je pense que c'est sans doute un petit hommage. On passe maintenant aux bonnes nouvelles toujours. Alors, cette fois, on va s'attarder sur Francine Neago, 86 ans, une éminente primatologue à la rue. Alors, on pourrait se dire, mais c'est pourtant ça, c'est une bonne nouvelle. Là, non, c'en est pas une, mais la fin, bien sûr, finit bien. Privée du minimum vieillesse, la scientifique est mise à la rue. Elle est pourtant mondialement connue et son travail fait rayonner la France depuis plus d'un demi-siècle. Pourtant, son pays a fait d'elle une SDF. Voici l'histoire de Francine Neago, 86 ans, qui, sans l'indignation et la solidarité de quelques-uns, vivrait toujours à la rue. Francine Neago est une primatologue de génie. Elle a consacré l'essentiel de sa vie à l'étude et à la sauvegarde des grands singes d'Indonésie. Ses faits d'armes sont innombrables. Elle a été la première à apprendre à parler phonétiquement à un singe et elle s'est enfermée avec les animaux pendant 18 mois au zoo de Singapour. Elle a mis au point un programme informatique lui permettant de communiquer avec les orang-outans. Elle a fondé un centre de sauvetage destiné aux espèces menacées. Bref, des spécialistes aussi éminentes et dévoués qu'elle, le monde scientifique les compte sur les doigts d'une main. Depuis quelques années, Francine Neago vivait du minimum vieillesse, 800 €, à Sumatra, Indonésie. Pour elle, c'était largement suffisant, mais pour la France, c'était beaucoup trop. En tout cas, ça ne collait pas avec les nouvelles exigences légales. Pour prétendre toucher le minimum vieillesse, il faut en effet vivre plus de la moitié de l'année en France. Seulement voilà, les grands singes n'habitent pas en Europe et Francine Neago n'avait aucune envie de les abandonner. C'est donc en Indonésie qu'elle est restée habitée pour poursuivre son travail et sa mission, jusqu'à ce que la France lui coupe les vivres. En décembre, Francine Neago s'envole pour Paris. Elle prévoit d'y rester 4 jours, le temps pense-t-elle de rétablir le versement de son minimum vieillesse, mais l'administration reste sourde à sa requête et au bout de 4 jours, la vieille dame se retrouve littéralement à la rue. Il faut une ronde du SAMU social pour que la primatologue soit recueillie dans un foyer. Et en découvrant de qui il s'agit, le personnel ne revient pas. Démarre alors un vaste élan de solidarité pour la sortir de cet état, de ce mauvais pas. L'histoire arrive jusqu'aux oreilles de l'écrivain Daniel Pennac qui décide de payer l'hôtel à la scientifique tandis qu'une récolte de fonds est organisée sur Internet. Résultat, Francine Neago va pouvoir repartir. Elle prévoit de décoller au mois de mars direction l'Indonésie. Là-bas, les grands singes menacés par la déforestation ont plus que jamais besoin de bienfaiteurs de la trempe de Francine Neago. Pour la primatologue, ce passage inattendu par la case sans-abri sera bientôt un vieux et mauvais souvenir. Voilà, donc cette histoire a été révélée par humanité.fr. Ça ne fait pas forcément honneur à la France, mais ça illustre bien la solidarité qu'il peut y avoir, et c'est tant mieux car le monde a besoin de Francine Neago. Voilà, c'était une information du site positivvr.fr. News maintenant en vrac. À Lausanne, danser en silence est trop bruyant. Un écho assourdissant dans les médias à l'étranger. Alors, j'ai un peu résumé l'article, mais en gros, eh bien oui, Lausanne a décidé d'interdire ce type d'autorisation extérieure et nocturne. Lors de Silent Disco, le bruit provoqué par la clientèle n'est pas négligeable. Le BBC et le Daily Star, qui ont bien lu The Local, le média anglophone des expats en Suisse romande, ont aussi jugé la nouvelle suffisamment importante pour la classer parmi les News from Elsewhere. En parenthèse, d'ailleurs, un monde d'extraterrestres
Ouais, c'est peut-être une précision de l'article. En précisant en fin d'article que la décision était sans appel et que les danseurs, les singing partygoers, quoi, ceux qui vont à la partie, n'avaient qu'à pas chanter en quelque sorte, car les Lausannois n'ont pas une ouïe supérieure à la moyenne, mais le fait est que les danseurs ne pourraient pas s'empêcher de chanter apparemment très fort jusqu'à l'aube, écrit Libé. Et oui, pas de chance. Le couperet est donc tombé, blablabla. Il s'inspire de celui d'une municipalité hautement symbolique de la gloire pérenne de la musique, celle de Salzbourg, qui avait refusé une soirée similaire en 2014 parce que, comme l'a grommelé son maire Heinz Schaden, les jeunes gens restent debout jusqu'à 4h du matin ou même plus tard le week-end. L'été, les gens dorment avec leurs fenêtres ouvertes et le bruit, même d'une silent disco, les réveille. Voilà à peu près. Conclusion du Monde qui s'est aussi intéressé au sujet, donc Le Monde, le journal. Les discussions pour savoir où se trouve le juste milieu entre le droit de sortir et celui de se reposer chez soi ont lieu dans toutes les villes de la planète. Si l'on en croit le commentaire lumineux mais frisant l'agonie, le déséquilibre était manifeste à Lausanne. Le bruit du silence interdit. Exemple, je ne suis pas un fêtard, loin de là, écrit un internaute. J'habite au centre-ville et je n'aime pas le bruit. Mais bordel, il faut que jeunesse se fasse et en plus vous prélevez 15% d'impôt sur le divertissement. Donc pour une soirée silencieuse, l'interdire par peur du bruit, vous vous moquez des Lausannois, non? Ou alors la Suisse, la plus grande maison de retraite du monde? Dans le fond, remarque un troisième, on cherche ce qu'il faut interdire. Demain, le silence sera interdit, le bruit du silence sera interdit, le silence des morts sera interdit, le chant des oiseaux sera interdit. Je préfère mourir pour ne pas faire de bruit. Bon, des propos recueillis, qui ont été traduits donc dans le journal Le Temps, bien connu en Suisse. Bon, moi, si je puis me permettre de donner mon avis, et je vais me l'autoriser, vu que je fais ce que je veux. Oui, c'est vrai qu'à l'extérieur, les gens, c'est des silent disco, bien sûr, mais les gens sans doute chantent, ça fait du bruit, ça rassemble du monde, on entend les bruits de verre, etc. Je peux comprendre, donc voilà, c'est vrai que c'est sûr que c'est assez ironique, mais... c'est comme ça, je pense qu'il faut faire un peu avec. Mais voilà, c'est vrai que ces derniers temps, et notamment à Genève ou dans certaines régions, des fois, le droit auditif, ou en tout cas les problèmes, comment dire ça, les tapages nocturnes, voilà, ou les tapages de tout genre sont de plus en plus combattus, signe quand même d'un développement croissant, et puis d'une urbanisation qui ne peut pas forcément laisser autant de place qu'elle le voudrait à ce genre de lieu. Voilà, et je vais pour exemple encore aujourd'hui en venant là à la radio en scooter, il y a quand même un endroit sur la route suisse, donc la route du lac à la hauteur, avant de rentrer sur, on va dire quoi, entre Versoix et Bellevue, en dessous de Gentot, il y a un bout de la route qui est passé de 80 à 60 déjà depuis un petit moment, et c'est parce que ça fait trop de bruit. Voilà, alors que le train passe juste à côté à 120 et fait sans doute beaucoup plus de bruit. Mais voilà, c'est ordonnance sur le bruit maintenant. Ils ont dû mettre à 60. Alors ils nous ont mis plus qu'une seule voie au lieu de deux, des pots de fleurs au milieu pour bien interdire le fait que... Bref, voilà, donc jusqu'où est-ce que ça ira? De toute façon, à Genève et ailleurs dans le monde, c'est bien connu, on essaie de mettre le plus possible les bâtons dans les roues des automobilistes. Mais je ne pense pas que ce soit une solution d'avenir, mais je n'ai pas forcément mieux à vous proposer, et c'est pas non plus forcément le but de cette émission. Alors forcément, j'ai déjà dit 4 fois le mot forcément, et 5, et 6. On va s'écouter maintenant une musique, et je vous avais dit que je restais avec le compositeur Motoa Sakuraba. Alors je vous laisse écouter un autre morceau de son répertoire. J'en parle évidemment juste après. C'est parti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était donc le thème de Sayuki dans Genzo Madan Sayuki, donc animé. Alors, c'est un manga et un animé créé par Kazuya Minekura, basé sur le célèbre roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest, Sayuki en japonais. La version papier de l'histoire se compose de 9 volumes sortis aux éditions Génération Comics, filiale de Panini Comics France. L'anime a été réalisé par Tatsuya Endo, et le studio d'animation, c'était le studio Pierrot, qui a fait beaucoup d'animés assez connus, notamment le Great Teacher Onizuka, Bleach, Hikaru no Go et encore le célèbre Naruto. Dans ce manga, on suit 4 personnages récurrents de la légende asiatique du roi des singes, Son Goku, aberration née d'un rocher, donc oui, bien Son Goku comme dans Dragon Ball, Cho Akai, un humain transformé en yokai, démon en japonais, Sha Gojo, un métis né de l'alliance d'un yokai et d'une humaine, et Genjo Sanzo, Sanzo étant le nom donné au prêtre qui veille sur les sutras. Pour vite résumer l'histoire commence au Tojankyo,
paradis terrestre, où humains et yokai avaient appris à coexister en paix. Mais un jour, des ondes négatives envahirent le monde, transformant les yokai en êtres violents et sanguinaires. Ils se mirent à attaquer et à dévorer les humains. Voilà. Ces ondes négatives étaient causées par l'utilisation d'alchimie et de magie noire. Cette magie taboue était utilisée pour ressusciter Gyumao, le démon taureau. Pour empêcher cette résurrection, la déesse Kanzeon envoya les 4 hommes vers le Tenjiku, l'Inde. Voilà pour le petit résumé de Genzomaden Seiyuki. Et on va quand même s'intéresser à des choses pas très intéressantes. C'était vraiment très intéressant. Ce dimanche, un homme... Tiens, j'ai pas mis le titre. Bizarre. C'est pas grave. Ce dimanche, un homme s'est retrouvé face à une basket de la marque New Balance au bord de l'eau sur l'île de Vancouver, côte ouest du Canada. C'était une chaussure gauche avec le pied encore à l'intérieur. Cette macabre découverte n'est pourtant pas inhabituelle en Colombie-Britannique où 12 pieds ont déjà été retrouvés sur les côtes depuis 2007. Alors, on va faire juste quelques résumés de ces découvertes. Ce mardi, la police a déclaré qu'il semblait que cette chaussure s'était échouée. Les services légistes de Colombie-Britannique ont depuis confirmé qu'il s'agissait bien d'un pied humain. D'après Mark McLeblan, un porte-parole de BCCS, donc le service légiste, une enquête est en cours pour déterminer à qui appartient ce pied et quelle a été la cause de sa mort, comme l'a rapporté la presse canadienne. Cette porte-parole a indiqué qu'il n'y avait pour l'instant aucune suspicion de délit. Celui-ci a par ailleurs déclaré que 10 des 12 pieds retrouvés précédemment avaient été identifiés par les médecins légistes. Ils appartenaient à 7 personnes. Le premier pied de cette série, retrouvé le 20 août 2007 sur l'île de Jedediah, près de la ville de Nanaimo, en Colombie-Britannique, facile. En juin 2008, un pied gauche appartenant à un homme retrouvé à l'embouchure du fleuve Fraser, près de l'île de Kirkland, avait plus tard été relié à un pied droit retrouvé sur l'île de Vald. Un autre de ces pieds aurait appartenu à un homme porté disparu 25 ans plus tôt lorsque son bateau avait chaviré. Des pieds appartenant à des femmes ont aussi été retrouvés alors qu'en 2010, un pied droit qui pourrait avoir appartenu à une femme ou à un enfant a été retrouvé dans le détroit de Puget. Voilà, donc ça fait pas mal de pieds tout ça, donc c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Voilà, et la minute perso va cette fois s'accompagner d'un karaoké, mais je vais la mettre après la fin de l'émission parce que voilà, je garde un peu cette performance pour... Bon, on verra, je sais pas, peut-être que je la mettrai, peut-être que je la mettrai pas. Qu'est-ce qu'on dit ? Oui, allez, on va s'offrir un peu une petite folie, on va le faire quand même. Donc de toute façon, ça change rien, ce sera en direct, mais ça veut dire que ce sera aussi sur YouTube, vous qui écoutez sur YouTube, ou bien sûr sur radio-100chaîne, radio-100-chaîne.com. Donc je fais le karaoké, je reprendrai certainement la parole juste un peu après, et on espère que ça va assez bien jouer. C'est parti pour la minute perso suivie du karaoké. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Une petite introduction qui dure un petit moment quand même. Voilà, c'était Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, réinterprété par moi-même. Bon, ça va, je crois que ça a été assez bien par un ou deux petits trucs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que l'émission dans son ensemble vous a plu. N'hésitez pas à continuer à l'écouter, c'est quand même toujours sympa. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les infos. J'ai mon groupe Facebook, Pop et compagnie. Il y a YouTube, il y a le site de la radio sans chaîne, radio-100-chaîne.com, et on se retrouvera régulièrement les mardis à 18h en direct. Des fois, je fais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ça dépend. C'est pas forcément systématique, donc c'est un peu un suspense. C'est un peu à vous de voir. De toute façon, vous pouvez toujours l'écouter en podcast, donc après coup, pas obligatoirement en direct. Et puis, si jamais vous avez le besoin que je vous communique à chaque fois qu'il y aura l'émission, dites-le moi. Ça me fera un peu d'interaction. C'est pas forcément un souci. Je fais cette émission, je précise, bénévolement. C'est le but de la radio sans chaîne. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et d'ailleurs, juste pour le petit fun, on s'écoute leur jingle. Radio sans chaîne. www.radio-100-chaîne.com. Radio sans chaîne. Voilà, et l'émission touche à sa fin. Et il est 18h27, bientôt 28. Nous sommes toujours le 16 février 2016. Vous avez écouté Pop et compagnie, une émission de Radio sans chaîne présentée par Morgane, moi-même. Et on se retrouve un de ces 4, je l'espère. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.